Quand on se promène dans notre village, c'est une route, plein de champs, une maison. Une route, plein de champs, une maison. Et du coup, c'est calme. Enfin, des fois, avec mon amie qui habite dans mon village, elle a un chien aussi. On partait des journées, on prenait le casse-croûte dans le sac, on prenait les chiens, on partait toute la journée se promener. On était tout seul. Enfin, on est bien, quoi. Après, ce qui est marrant, c'est que tous les étés, avec ma meilleure amie, on va se faire un groupe d'amis pour l'été. Et là, c'est vrai que cet été, il y avait 4 filles et peut-être 6 garçons. On prenait les motos, on partait se faire des balades ou faire du karting, se poser quelque part. On allait voir les rallyes. On se retrouve dans des garages où, par exemple, l'été dernier, on avait trouvé un champ. On avait mis une enceinte, on avait mis 4 tentes autour de l'enceinte. On a fait notre soirée là, on a dormi dans les tentes et puis voilà. En boîte, t'as plein de gens que tu connais pas et tout, et que là, on se retrouve, on est nous, on sait de comment va se passer la soirée, comment on est, enfin... Ou même quand il y avait des fêtes de village, on y allait tous ensemble, on chante, on danse, on fait un peu les fous, et voilà. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 50, Les filles du village. Grandir loin des villes. J'ai 14 ans. Avec ma meilleure amie, nous nous dirigeons vers le canal de la Scarpe. C'est le début du printemps. Un rayon de soleil transperce le brouillard qui recouvre les eaux verdâtres. Les péniches circulent lentement. Nous empruntons le chemin de halage. D'habitude, nous nous déplaçons à pied. Aujourd'hui, pour une fois, nous avons enfourché nos vélos. Nous roulons en riant. Je me souviens très précisément avoir ressenti ce jour-là un sentiment de liberté immense. Peut-être parce que cette fois-ci, nous nous étions éloignés un peu plus de notre petite ville. D'habitude, les samedis étaient consacrés à traîner dans la rue commerçante, après avoir lancé dans l'entrée de nos maisons « Maman, tu peux me conduire en centre-ville ?» Ces souvenirs me sont réapparus en écoutant les jeunes femmes dont vous allez entendre les voix. Elles ont entre 16 et 18 ans et vivent dans des petits villages nichés dans les moyennes montagnes des Vosges, autour de Saint-Dié, à 1 heure de route de Strasbourg, Nancy ou Colmar. Une partie de leurs histoires ressemble à celle de toutes les autres adolescentes de leur âge. Une autre raconte les expériences spécifiques de jeunes femmes de classe populaire qui grandissent et vivent en campagne, loin, en milieu rural. Je les ai rencontrées dans les chambres, les couloirs et les classes de cours de la maison familiale et rurale de Saint-Dié-des-Vosges. Elles vivent ici toute la semaine, en internat. Elles sont en première et terminale professionnelle, service à la personne et au territoire. Leur formation se déroule en alternance, avec des stages réguliers autour de chez elles. Leurs classes sont composées presque exclusivement de filles. La plupart se dirigent vers les métiers du soin, pour travailler dans les crèches, les EHPAD ou les instituts médicaux spécialisés, comme ce fut le cas pour Sarah. Ce jour-là, elle est de passage à la maison familiale, heureuse de saluer les unes et les autres. Elle a obtenu son bac il y a quelques mois, après 3 ans de scolarité ici. Sarah avait prévu de devenir animatrice, mais a finalement arrêté ses études. Elle compte les reprendre l'année prochaine pour devenir éducatrice spécialisée. Moi, je suis dans les montagnes, il y a plein de forêts partout. Son père est routier, sa maman fleuriste. Elle est née à Saint-Dié-des-Vosges et a grandi à Anould. On a aussi la roche de la commune qui est juste au-dessus de nous, ce qui nous fait aussi une possibilité de point de vue magnifique. Surtout quand il fait des temps comme aujourd'hui où il y a un grand soleil et qu'il y a aussi du givre. C'est très beau, c'est très tranquille, c'est très petit. Il n'y a pas beaucoup d'habitations près de chez moi non plus. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je vis avec ma maman et ma sœur. On a aussi des animaux domestiques. On est une toute petite famille, mais on est très fusionnels. En fait, on est comme un trio. On parle de tout, on est très complices. On fait des pique-lits. C'est des pique-niques au lit le soir quand on a la flemme de faire à manger. On fait beaucoup de sorties, on se promène.
plein de choses ensemble. Ça a toujours été comme ça parce que même quand mes parents étaient encore ensemble, mon papa n'était pas du tout là de la semaine. Donc c'est notre maman en fait qui s'occupait de nous. On était tout le temps ensemble. Donc c'est vraiment un cocon qu'on s'est créé, mais depuis qu'on est né en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que j'aime beaucoup être seule. Je me promène. Je chante beaucoup aussi. Je lis. Je sors pas beaucoup faire la fête. Je vais pas beaucoup en soirée. Je vais pas beaucoup danser. Je sors principalement du coup avec mon meilleur ami. Donc on est beaucoup dans la commune, assis par terre la nuit en train de parler. Il prend sa moto, il vient devant chez moi et puis on discute comme ça en fait. Et ça me suffit. On a une petite place où on va tout le temps, où il y a un préau où on peut s'asseoir quand il pleut. On parle de tout et de rien, de l'école, des études, des copains, copines, des petits copains, des petites copines, du travail aussi. Et puis des ragots de la ville où à côté, il y a eu un incendie là-bas, ou un accident de voiture, ou l'établissement l'a fermé, ou des disputes, des bagarres, des trucs comme ça. Il a son groupe de copains aussi, donc moi, je suis intégrée aussi là-bas. Ils se baladent en moto tous ensemble. Et tout le monde est de Hanould. C'est vraiment la bande Hanould, quoi. Ma maman, elle me dit que je suis comme ça une deuxième maman parce que dès qu'il fait une bêtise, en fait, il m'appelle. C'est pas des grosses bêtises, c'est plus avec les filles, on va dire. Par exemple, en ce moment, il a une copine sur la façon dont elle s'habille. Il voulait pas qu'elle mette des jupes. Elle s'habille comme elle veut, quoi. Moi, j'ai jamais eu le souci avec mon copain, mon ancien copain. Puis après, il dit « Ah oui, t'as raison. » Même s'il a ses idées bien à lui, qu'il est très impulsif, qu'il s'énerve pour rien, pour lui, ça va être tout de suite de bam, c'est ça et c'est tout. Il entend quand même ce que je dis. Il m'écoute. Il y a toujours le feeling. Il est très protecteur. Je sais que je peux compter sur lui. Et puis, je serai toujours là pour lui, bien évidemment. Go easy on me, baby. I once been a child. Didn't get a chance to feel so right around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Mon meilleur ami, il cherche un travail. Il est en train de passer son permis. C'est primordial, le permis. Par rapport à mes études, c'est un peu le cafouillage en ce moment, mais je recherchais du travail et sans permis, c'est très compliqué. Par chez moi, j'ai la chance d'avoir des bus, mais pour certains métiers, où j'étais acceptée d'ailleurs, c'est pas possible les bus. Ils passent trop tard ou trop tôt, ils passent des fois pas. Pour la mise en rayon, ça commencerait à 6h du matin. Et la restauration rapide, c'était plus le soir qui me dérangeait. Il faut sortir à minuit, 1h. Et je vais pas demander non plus à mes parents de venir me récupérer à des heures pareilles, vu qu'ils travaillent aussi. Donc j'ai dû refuser. Pour moi, c'était pas possible de rester à la maison. Je tourne en rond, c'était pas possible. Je pétais des câbles parce que je bougeais pas. Je pouvais prendre le bus pour aller à Saint-Dié, mais à un bout d'un moment, ça commence à faire un coup, on va dire. À côté, il y avait mon papa qui n'était pas du tout d'accord non plus pour que je reste sans rien faire. Parce que c'est vrai que lui, il a un travail assez prenant. Il travaille des heures pour gagner pas beaucoup, on va dire. Et il ne supporte pas ça. Donc pour lui, c'était impensable que sa fille ne travaille pas. Lui, il me disait, va à l'usine ou je sais pas quoi, mais je ne peux pas me déplacer, ce n'est pas possible. Enfin, il y a eu des conflits et c'était un tout en fait. C'était aussi pour la voiture, parce qu'il me revendait sa voiture. Donc il fallait que je gagne de l'argent pour le payer. Il fallait que je gagne de l'argent aussi pour mes études, parce que lui ne peut pas tout gérer, c'est pas possible. Et puis même le fait d'être entretenu, il ne supportait pas non plus. Moi non plus, je supportais pas parce que je me sentais pas utile, j'attendais. C'est vrai que c'était pas une année très facile. Et j'ai trouvé du coup la pizzeria là, qui est en bas de chez moi, dans la pizzeria Don Camillo. Je suis serveuse, j'installe les clients, je prends leurs commandes, je les sers, je les encaisse, je fais le ménage, la vaisselle. J'adore. Bon après là ça fait même pas une semaine que j'y suis, mais j'adore, il y a une bonne ambiance au travail. Malgré les horaires très compliqués, on va dire, normalement, je suis là-bas jusqu'en septembre.
Donc franchement incroyable, je suis bien. Rester autonome, trouver un moyen de se déplacer, sont des enjeux très importants pour les jeunes femmes des classes populaires vivant en milieu rural. Cette question parcourt tout le livre « Les filles du coin » de la sociologue Yael Amsalem Mingui. Pendant 4 ans, elle a suivi le quotidien de jeunes femmes vivant sur plusieurs territoires ruraux, montagnards, en bord de mer ou à la campagne, touristiques ou non. Elle a constaté que les biais de genre renforçaient l'inégal accès au déplacement. Les données statistiques viennent largement confirmer les entretiens sociologiques, puisqu'on voit bien que les filles, elles, doivent se payer leur permis de conduire et attendre pour avoir une voiture. Elles ont le permis de conduire un petit peu plus tard que les garçons. Les garçons, eux, ont le permis de conduire et quand ils ont le permis, ils ont souvent déjà hérité de la voiture que machin ou truc dans la famille n'utilise plus ou n'a plus besoin ou a déjà pensé à changer de voiture et donc l'a mise de côté pour le frère, le cousin, le jeune homme et pas la jeune femme. Les garçons, c'est construit comme une nécessité pour leur mobilité. Pour aller au travail, ils vont avoir besoin. Et puis, c'est les garçons qui vont être amenés aussi à faire les déplacements de la famille. Ils vont éventuellement aller accompagner pour faire les courses, mais accompagner, pas forcément faire les courses tout seuls. Ils vont conduire, faire les courses. Ils vont dépanner, mais ils vont être moins sollicités parce qu'aussi, ils vont être davantage déjà tournés vers le travail et vers du travail qui va être considéré comme du travail légitime sur lequel on ne peut pas négocier. Il y a la gestion et la socialisation à la mécanique, dont les garçons, en fait, finalement, sont bénéficiaires et dont les filles, elles, sont mises à distance. Elles ne sont pas dans les pattes des cousins, pères, tontons, qui vont refaire les moteurs et tout ça, tandis que leurs alter-ego masculins, donc leurs frères, leurs cousins, eux, sont socialisés finalement à mettre les mains dans le cambouis, à partir du moment où il faut réparer les vélos, jusqu'à faut réparer un moteur. Donc il y a cette question-là du 2 roues, mais en fait, quand je les fais remonter à la période de l'enfance, on voit que déjà sur les vélos, elles utilisent le vélo, mais les périmètres autorisés de déplacement sont finalement plus réduits que ceux des garçons. Parce qu'il y a une construction sociale de la route qui serait plus dangereuse pour les filles que pour les garçons. Et donc, tous ces moments-là, puisque on est sur des espaces majoritairement dénués de transport en commun, vont induire un contrôle social plus fort encore sur les filles que pour les garçons. Le poids d'avoir les parents qui font le taxi quand les parents ont les moyens de faire le taxi, c'est-à-dire avoir une voiture à soi, avoir un peu d'économie pour mettre de l'essence, et puis avoir du temps. Et puis ensuite, le contrôle social, il s'exerce aussi de manière plus spécifique en ruralité qu'ailleurs, parce que on sait où les gens vont. Qui s'est arrêté devant le jardin de qui? Cette voiture ou ce scooter ou cette moto va rester devant. Va rester devant 5 minutes ou va rester devant tout un moment. Et donc, j'ai bien vu, elle a reçu de la visite. Et tout le monde connaît la plaque de tout le monde. Elle a reçu de la visite de la part de machin. Ou elle a reçu de la visite de la part de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Les garçons ont le foot et les rampes de skate. Ils peuvent faire du BMX et jouer au basket sur les terrains en bas des immeubles jusqu'à minuit. Les filles, elles, ont la honte. Un jour, quand on sera grande et qu'on se fera nos propres opinions, on sera des femmes gentilles, avec de jolis sourires, une famille et un boulot. Et on s'assiera, avec le poids de nos vies et notre douleur, qui enfoncent nos corps dans les sièges du bus. Et on verra des filles de 13 ans comme pour la première fois depuis qu'on avait leur âge. Et elles seront assises devant nous, pouffant derrière leurs mains sur nos chaussures ou nos blousons, en se jetant des regards moqueurs. Pendant que par la fenêtre, au soleil, les garçons s'encourageront à pleine voix, en se défiant de sauter de plus en plus haut. Étreins-toi, Kay Tempest. Aurore a 17 ans. Elle est ici depuis la seconde. Vous avez vu qu'il y a la douche, il y en a une, on ne sait pas où elle est, et il y a Chimène.
Elle vient d'un village pas très loin de Colmar, où elle habite avec sa mère, qui est aide-soignante. Elle ne voit plus son père depuis longtemps, mais elle est très proche de sa grand-mère. On est 2 à se maquiller, donc c'est compliqué. Vu que je suis plus petite qu'elle, je me baisse un petit peu, elle fait par-dessus. T'as fait trouver quoi, Mathilda ? Les stages qu'elle a réalisés en institut médico-spécialisé lui ont beaucoup plu. Si elle parvient à décrocher son bac, elle aimerait continuer à travailler auprès de personnes handicapées. D'abord, j'ai habité dans le village à côté, qui était beaucoup plus grand. Il y avait une école primaire, école maternelle. J'aimais bien les souvenirs où on allait chercher les personnes en toquant chez eux et pas avec les téléphones. Nos amis toquent à la porte en disant « Oui, est-ce que Aurore peut sortir ?» Et c'était à ce moment précis qu'on regardait les yeux de nos parents en disant « S'il te plaît, laisse-moi sortir. » Puis après, j'ai déménagé dans la montagne. La plupart de la population, c'est des vaches et des personnes âgées. Il y a des champs, il y a des fermes. Ça fait un petit peu la petite maison dans la prairie, donc j'aime bien. Avec ma maman, au début, la relation, elle était compliquée, parce que je pensais qu'elle faisait du favoritisme. Elle était différente avec mon grand frère, elle le punissait autrement, voire des fois elle le punissait pas, alors que moi, quand je faisais la même chose, j'étais punie. Quand mon frère réclamait un câlin, elle lui faisait, alors que moi, pas vraiment. Après, toutes les 5 minutes, je voulais des câlins, donc je la comprends un petit peu, et puis quand je lui faisais des câlins, je la serrais trop fort. Il n'y a pas non plus très très longtemps, on a eu un déclic dans la famille, on a eu un souci avec un de ses partenaires. Et il vivait avec nous depuis 8 ans. D'un jour à l'autre, il a complètement disjoncté. Il a changé de comportement, il devenait méchant. Il s'amusait à dire que, bah oui, j'avais raison, que ma mère préférait mon grand frère, que c'était toujours mon frère le roi de la maison et des choses comme ça. Puis à chaque fois, il remuait le couteau. Oui, c'est toi, le vilain petit canard. On est pareil, il faut que tu m'écoutes moi, je t'aime. Puis il faisait des commentaires sur mon poids, ma taille, comment je m'habillais. Il était vachement dénigrant. Et pareil avec ma mère et mon frère aussi. Ça a vraiment failli casser toute la famille. Et le fait qu'il soit parti comme ça et que j'apprenne qu'il m'a manipulée, je me suis sentie abandonnée. Ça m'a énormément fait de mal. J'ai énormément mis ma vie en question. Je me disais, pourquoi je suis là si on arrive à me manipuler comme ça ? Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Moi, je lui faisais confiance. Pourquoi il a fait ça ? J'en ai parlé énormément à mes grands-parents, surtout ma grand-mère. Mais sinon, là où j'habite, il n'y a pas grand-chose à part le médecin traitant, où j'ai pu en discuter un petit peu avec. Elle m'a fait quand même un suivi psychologique au cas où. Puis après, quand j'en ai parlé à ma grand-mère, elle m'a parlé d'une hypnologue. J'ai pris plusieurs rendez-vous avec et au fur et à mesure, ça allait mieux. Sauf que c'est en ville, donc 1 heure de bus. Et puis à l'école, y a toujours eu mes copines avec qui je suis encore en classe, avec qui j'ai pu en parler, en discuter. J'ai eu beaucoup de réconfort. Ce qui est bien en fait dans cette école, même si on a des prises de tête, qu'il y en a une qui aime pas l'autre, on se soutient énormément, surtout depuis cette année. Je me suis rendu compte que ça me soulageait énormément. Je préférais être à l'internat qu'à la maison. Ça fait combien de temps que t'es à la MFR ? Moi, ça fait 4 ans. Ma pote, ça fait 5 ans. Celle qui est dans la salle de bain, ça fait 3 ans. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? On a rapproché 3 lits pour être ensemble. Pour pouvoir dormir ensemble et parler ensemble. On dort à 4 dedans. On aime bien être ensemble dans la même chambre et puis quand on est dans le même lit, c'est mieux. Puis on profite mieux. Des fois, on s'endort à 2h du matin. Au moins, on passe de bons moments ensemble. Elle s'appelle Ellie. De la nuit, elle a un mec qui vit sur Saint-Denis. J'ai pas fini, je l'ai vu ensemble mardi. Au fil de son enquête, Yael Amsalem Mingui a rencontré de nombreuses jeunes femmes vivant en internat. Alors même qu'on les décrit souvent comme des filles casanières qui ne voudraient pas bouger, la sociologue a constaté que les filles du coin faisaient l'expérience de la décohabitation bien plus tôt que les filles urbaines. Beaucoup quittent leur maison d'enfance dès l'âge de 14-15 ans. Elles vont partir de chez leurs parents, elles vont partir de chez leur mère dès 14-15 ans finalement. Et donc le moment où elles vont investir les chambres d'internat, puisqu'elles sont finalement en cohabitation avec d'autres jeunes qu'elles ne connaissaient pas forcément, ça induit aussi un autre rapport aux autres, ça ouvre toute une partie des possibilités que n'ouvrait pas finalement le collège jusque-là.
Et les enjeux dans le départ des filles de chez leurs parents, c'est le déséquilibre que ça peut produire quand les filles partent de chez leurs parents versus quand les garçons partent de chez leurs parents, et notamment dans le soutien au travail domestique qu'elles fournissent. Quand elles commencent à être à l'internat, ça vient déséquilibrer toute l'organisation du travail domestique et le soutien à leur mère. Et c'est quelque chose qui est beaucoup raconté dans cette enquête, c'est à quel point elles vont donner des petits coups de main tout le temps parce que c'est normal, et la phrase « c'est normal » vient à ramener ce travail comme du non-travail, de faire les devoirs des petits, de préparer le repas, d'aller voir si la grand-mère elle va bien, de faire tourner la baraque, sécher le linge, tout ça, qui n'a pas d'équivalent du tout chez leurs frères, leurs cousins ou leurs potes garçons par exemple. Tout ce travail domestique qui est invisibilisé, il est mis à mal quand elle déménage en fait. J'ai souvenir comme ça d'une jeune femme qui a 15 ans et qui part en internat et sa mère l'appelle tous les soirs parce que sa mère s'en sort plus, en fait elle est au 3-8. Et le fait que sa fille soit partie, ça fait que toute l'organisation familiale, elle en prend un coup. Et donc cette fille-là, un mois après, elle aura arrêté l'internat parce que c'était trop compliqué à gérer. Les premières termes, on y va? Ah ouais. Ah oui. C'est ça, nous? Ah ouais. Cool. Ah, vous êtes ensemble les terminales et les premières? Ouais, on va en se suivre comme ça. Les premières termes. À la maison familiale et rurale, j'ai rencontré Géraldine. En fait, tu vas aller au bac avec les chaussettes. Tu vas aller au bac comment? Avec les chaussettes. Ah non. Elle est formatrice ici depuis 25 ans en sociologie du territoire. Dans ses cours, elle aborde les questions d'écologie, de ruralité, d'agriculture, mais aussi de genre. L'année dernière, elle a organisé des rencontres autour du livre « Les filles du coin », dans lequel elle s'est beaucoup reconnue. Elle y a aussi retrouvé les parcours de ses élèves. Régulièrement, elle leur propose des temps de discussion autour de ces questions. Moi, j'ai une petite question. Par exemple, Clara, toi, tu as le permis? Donc, quand tu vas en boîte, c'est toi qui fais SAM? Souvent, non. Souvent, non. Parce que faire SAM, quand on est une fille, ça se fait pas? Non, parce que elle boit. Mais c'est quoi Oui. Sinon, on trouve quelqu'un pour nous ramener. Un garçon. Généralement, c'est des garçons qui les raccompagnent. Il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui font du chantage. Des amis à moi, c'était du chantage sexuel. Si je te ramène, je sais pas, tu passes la nuit avec moi. Ou si je te ramène, tu me payes... tu me payes l'essence ou des choses comme ça. Puis après, tu essaies de dire non, mais des fois, il y en a, ils poussent vraiment, il y en a, ils attrapent le bras. Il faut essayer de trouver des solutions à ce moment-là. Faut partir. Ouais, faut partir en courant, mais... Mais après, faut être vraiment vigilant, faut faire très attention quand même. Si on part quelque part, on part toutes les trois. Il y a personne qui reste seul. Sinon, faut marcher ou faire du pouce. Faire du stop? Vous en faites beaucoup du stop? Non. Moi, je sais que ma mère, elle autorise mon frère, mais pas moi. Ma mère, elle dit toujours que c'est un garçon. Donc, s'il y a quelqu'un qui lui veut du mal, il pourra mieux se débrouiller qu'une fille. Enfin, je suis pas vraiment d'accord avec, mais j'ai pas le choix d'écouter. Mais au final, ça nous prive des choses, alors que normalement, on devrait pas être privé de ça. La sexualité, vous en parlez librement entre vous, les filles? C'est quelque chose entre copines, oui, pas n'importe qui, mais par exemple, je sais pas, nous dans notre classe, on est assez ouvertes entre nous. Oui. Moi perso, ma cousine elle est tombée enceinte à 16 ans par accident et en fait elle a pas pu avorter. En fait elle a fait un déni de grossesse. Elle est montée à l'hôpital parce qu'elle avait super mal au ventre et en fait on a appris qu'elle était enceinte. Et du coup ça a gâché sa vie puisqu'elle a dû arrêter les cours. Ouais. Ma grande sœur aussi, elle est tombée enceinte à 14 ans. Elle s'est pas protégée, donc forcément, ça arrive. Elle n'était pas vraiment consentante pour ce rapport. Puis le garçon l'a forcée, et puis vu que c'était son petit copain, elle voulait lui faire plaisir. Après, elle a découvert qu'elle était enceinte, sauf que pour elle, c'était la cata si elle avortait. Le père, il a assumé. Il a été là jusqu'aux 2 ans de la petite. Et puis après, il est parti. On essayait de venir à ses besoins comme on pouvait. C'était compliqué, mais maintenant, je pense qu'elle vit bien. Maintenant, tu vas chez un médecin, ou une capote ou un truc comme ça, ils sont là à te juger direct. Tout de suite, t'es en mode, t'as quel âge toi?
Est-ce que vous allez au planning familial? Est-ce qu'il y en a un pas loin? Le plus loin, le plus proche, il est en ville, donc C'est où, à combien de temps? 25-30 minutes en voiture, 1 heure en bus. T'as un rendez-vous de 30 minutes et tu fais 2 heures de route. Aller-retour. Dans tous les cas, tu fais juger. Dans tous les cas, oui, dans tous les C'est cas. vrai, il y a trop de jugements maintenant. C'est ce qui est embêtant dans les petits villages. Il y a les bouches à oreille, donc forcément, il y a quelqu'un qui va lancer une réputation sur une famille ou des choses comme ça. Ça va faire le tour et tout le monde au village le saura. Il y en a qui ont du mal à trouver des jobs après ça. Il y a une famille que je connais qui a eu des soucis. Ils étaient considérés comme fous. Et à cause de ça, le fils, il n'a pas pu trouver de job facilement. Quand on prononçait le nom de la famille, c'est là, ah oui, ceux-là, non, on ne veut pas les voir. Et puis la réputation des familles, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de nos parents ou de nos grands-parents. Du coup, des fois, ça retombe sur nous quand, par exemple, on cherche un stage ou toutes des choses comme ça. On observait les comportements. On démontait les conduites jusqu'aux plus petits ressorts cachés. On rassemblait des signes dont l'accumulation et l'interprétation construisaient l'histoire des autres. Roman collectif, chacun apportant sa contribution par un fragment de récit, un détail, au sens général qui, selon les personnes réunies dans le magasin ou à la table, pouvait se résumer à « c'est une bonne personne » ou « elle ne vaut pas cher ». La mise à nu des règles du monde de mes 12 ans me rend fugitivement l'insaisissable pesanteur, impression de clôture, que je ressens dans les rêves. Les mots que je retrouve sont opaques, des pierres impossibles à bouger, dépourvues d'images précises, dépourvues de sens même, celui que pourrait me fournir un dictionnaire. Sans transcendance ni rêve autour, comme de la matière. Des mots d'usage, indissolublement unis aux choses et aux gens de mon enfance, que je ne peux pas faire jouer. Des tables de la loi. La honte, Annie Ernaux. Les adultes font et défont les réputations, et avec elles les normes sociales. À travers des récits idéalisés ou des approbateurs, ils déterminent par exemple ce que serait un couple légitime ou pas. Tout cela a un impact fort sur les plus jeunes, comme me l'a expliqué Yael Amsalem Mingui. Je prends les exemples de 2 couples qui ont vécu des accidents de voiture et sur lesquels les 2 filles ont leurs conjoints qui sont décédés suite à ces accidents de voiture, dans lequel en fait on va voir dans la première situation toute une histoire autour d'un couple parfait que la route est venue finalement casser puisque lui était un garçon du village, lui était un garçon travailleur. C'est d'ailleurs parce qu'il était tellement travailleur qu'il était épuisé par les cadences de travail et donc il a eu cet accident de la route à ce moment-là. Mais il formait le couple du village, ils se connaissaient depuis toujours, les familles se connaissaient, voilà. Et la fille, à ce moment-là, elle va prendre finalement une place particulière dans la famille de son petit copain. La mère va lui faire hériter de la gourmette. Elle va être au premier rang au même titre que la famille au moment de l'enterrement. Elle va être associée finalement par les adultes dans une figure presque de veuve au moment du décès de son petit copain alors qu'ils avaient 17-18 ans. À l'inverse, il y a une autre fille qui va raconter elle aussi, à un moment dans l'entretien, le décès de son conjoint, qui lui n'était pas un gars du coin. Qui lui était un gars qui venait de banlieue parisienne, qu'elle a rencontré quand elle a essayé de partir 2 ans en pétant les plombs dans le village. Elle revient avec un mec et elle revient enceinte. Et lui n'est pas un garçon travailleur, et lui n'est pas un garçon du coin, et lui est un garçon à histoire. Il se bagarre, il boit trop d'alcool, et un matin, très tôt, à la sortie de la boîte de nuit, ils ont un accident de voiture, lui et le frère de la fille, et ils meurent tous les 2 sur le coup. Et on va reprocher à la fille, en fait, pas particulièrement les jeunes, mais plutôt les adultes, vont reprocher à la fille de ne pas avoir su tenir son homme, de ne pas avoir su mettre les bornes, de ne pas avoir su mettre le cadre, de ne pas l'avoir empêché de boire, de ne pas l'avoir empêché de se bagarrer. Déjà qu'elle n'était pas hyper incluse dans le groupe, elle va se retrouver encore plus exclue par les autres jeunes, parce qu'elle était déjà jeune maman, donc elle avait déjà des pratiques finalement de maman, en fait, à cet âge-là. Et puis exclue parce que c'est à cause d'elle que la boîte de nuit, elle a fermé. Puisqu'après, il y a eu une enquête de police, tout ça, qui a fermé la boîte de nuit pendant une période. Et le « à cause d'elle », il va être porté par les adultes comme par les jeunes. Cette place des adultes, elle va être à la fois
hyper importante dans la construction du réseau pour avoir du boulot, pour avoir une place, pour ah bah tiens, il n'y a pas ta fille qui serait intéressée par tel truc, ou je vais avoir un appart qui va se vendre, ou je sais que machin vend une maison, enfin tout ça, tout le capital d'autochtonie, il va être très important au moment de l'entrée dans l'âge adulte, mais il va être aussi très important sur les enjeux de la respectabilité, des enjeux de réputation, de la mise à l'écart et de l'exclusion d'une partie des autres. Et là, ce soir, c'est quoi la veillée? Normalement, on devait regarder un film, mais il y a quelqu'un qui a fait sonner l'alarme incendie, du coup, on est puni. Non, mais si, on fera des jeux de société, je pense. Aujourd'hui, le quotidien d'Aurore est apaisé. L'essuie-glace, la macarena... Elle vit avec son frère, sa mère et la nouvelle compagne de celle-ci, avec qui elle a tissé des liens étroits. Non, en vrai, les liens avec la musique, c'est le meilleur. Aurore est en couple avec un garçon, lui aussi élève à la maison familiale et rurale. Cette relation lui fait du bien, après plusieurs autres expériences difficiles avec les garçons. Ils me traitaient pas forcément correctement. Il y en a qui me rabaissaient énormément. Il y en a qui, limite, ils voulaient me forcer à faire quelque chose, alors que moi, je voulais pas. Des fois, je disais non, ils essayaient quand même, sauf que je les repoussais et je partais. À chaque fois, ça durait 1 mois. Et quand ils voulaient passer aux choses supérieures et que moi, je disais non, ils voulaient me quitter ou des choses comme ça. Et puis, à la fin, il me disait tout le temps, oui, de toute façon, je suis sortie avec toi juste pour ton corps, ou des choses comme ça. J'avais vraiment l'impression d'être un jouet pour homme sur pattes. Et puis, après, j'ai eu très très peur que les garçons qui sortaient avec moi, c'était juste pour mon corps, et pas pour mon comportement, ou mes petites manières, mes qualités, mes défauts. Donc j'ai eu ce petit copain-là, et il est super compréhensif, il est attentif. Il m'écoute énormément, il me rassure. Il me dit tout le temps qu'ils sont stupides d'avoir fait ça. Il est super top. J'ai rencontré sa mère, j'ai rencontré toute sa famille. C'était très stressant. C'était super cool. Et maintenant, je vais dormir chez lui normalement pendant les fêtes. On parle déjà un petit peu de futur. Ce qu'on fera plus tard, combien on veut d'enfants, si on veut des animaux, si on veut partir en voyage... Il veut faire le tour du monde et moi aussi, donc tant mieux. Après les enfants, se marier si possible. Comme ça, on est sûr qu'on arrive à se supporter complètement. On se précipite un peu, mais je lui dis quand même mollo quand même. J'aimerais bien d'abord, je prends un appart et que je vis un petit peu toute seule dedans. Puis après, qu'on emménage ensemble. Parce que je me dis, si ça venait à finir, je préfère avoir été habituée à vivre seule que d'avoir été habituée à vivre tout le temps avec quelqu'un. Et puis j'ai envie de prouver à tout le monde que je suis débrouillarde toute seule. On voit le cran en fait qui s'est passé sur l'inacceptation sociale des violences dans le couple. On voit qu'il y a une inacceptation sociale qui devient légitime pour les jeunes, de ne pas avoir à supporter tout ce que les mères ont enduré. Ce qui est revenu pas mal, c'est je comprends pas comment ma mère elle a tout supporté, moi je serais partie. Et puis des filles qui ont rompu sur des situations de couple qu'elles ont déjà expérimentées, qui étaient devenues violentes. Mais elles ne sont pas prêtes, coûte que coûte, à faire survivre leur couple, y compris quand il y a des enfants en jeu. Et puis alors, il y a une fille qui m'a dit sur les associations, ça me fait penser à ça, mais il y a une fille la dernière fois où je dis, mais tu pourrais accompagner ta mère, par exemple, à l'association, tu la connais, tu m'en as parlé. Elle me dit, mais ça serait trop la honte si des gens ils savaient qu'elle avait été à une association. Et en fait, il y a l'histoire de l'image qu'on donne de soi, d'avoir besoin d'aide et d'aller dénoncer publiquement son conjoint en situation de vulnérabilité ou de violence versus s'en sortir toute seule, claquer la porte et prendre un appart. Bon, s'en sortir toute seule, claquer la porte, trouver un appart, on sait qu'il y a des enjeux économiques qui sont importants et en situation de tension sur le marché du travail avec de l'emploi précaire où les femmes sont plus concernées par l'emploi fractionné, le temps partiel subi et tout ça, elles vont être dans des situations de dépendance économique à l'égard de leur conjoint, qui les mettent dans des situations de vulnérabilité dans le cadre du couple. Je pense que c'est ça aussi que les filles que moi j'ai pu rencontrer cherchent à défendre quand elles disent « mais moi ce que je veux c'est d'avoir du boulot, ce que je veux c'est un boulot qui paye, c'est pas tant par avidité pour l'argent que de ne pas se retrouver en dépendance économique ». Ce qui a été raconté par pas mal de jeunes dans cette enquête, c'est les violences dans le contexte du travail.
Il y a quand même une grande partie des jeunes des classes populaires dans les espaces ruraux qui vont vers la voie professionnelle ou technologique, qui vont se retrouver à faire des stages dès le plus jeune âge. Les stages en entreprise, en fait, ils vont être des lieux propices aux violences comme les premiers jobs d'été. Parce qu'on est jeune, parce qu'on n'est pas expérimenté et parce qu'on a la chance et qu'on considère qu'on a de la chance d'avoir un stage et qu'on considère qu'on a de la chance d'avoir un boulot. Il y a une fille comme ça qui va raconter qu'elle bosse dans un magasin de vêtements dans un autre village, mais vraiment pas très loin, et que le patron, il est un peu crade, que c'est lourd, que c'est compliqué. Mais bon, tu comprends, j'ai quand même de la chance, j'ai du boulot. Il y a une autre fille qui est dans un boulot où elle a eu son poste de caissière à Super U parce que son père et sa mère bossent aussi à Super U. Et elle dira jamais rien parce qu'elle a peur que ses parents aussi perdent leur situation. Et que c'est grâce à ses parents qu'elle a eu ce poste-là, puisqu'ils ont eu vent de l'annonce du poste avant que ça sorte, voilà. Qu'ils ont placé leur fille parce que le gérant leur a dit « Ah, mais c'est pas ta fille, quel âge et qui pourrait être caissière cet été, tout ça, machin. Ah ouais, génial. » Et puis ça se passe pas bien sur le travail. Et puis du coup, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu dénonces tes conditions de travail au risque que ton père et ta mère aussi fassent partie de la charrette des licenciements ? Sur le reste des emplois, on va voir combien les filles du coin elles vont se retrouver concurrencées avec les filles de la ville, qui, elles, ont des capitaux culturels et scolaires, on va dire, plus proches de ceux des touristes. Et donc, il va y avoir qui on place où, typiquement dans un camping. Notamment une fille que j'ai rencontrée qui raconte combien elle était hyper contente. Elle s'était débrouillée toute seule pour avoir son poste au camping. Elle avait révisé tout ce qu'il y avait à faire dans le coin. Elle avait plein de conseils à donner aux gens, même des trucs qu'elle n'avait jamais vus de sa vie, mais c'est pas grave, elle avait regardé sur Internet, c'était bien noté et tout ça. Et quand je la revois au mois de septembre, donc on refait un entretien, je lui dis alors ça s'est passé comment, raconte-moi. Puis là, elle m'explique qu'elle était au sanitaire. Puis elle me dit oui, c'est une autre fille qui est venue, qui elle était à l'accueil. Et en fait, en détricotant un peu l'histoire, on se rend compte que oui, la fille qui est venue à l'accueil, c'est une fille qui a des contacts dans le village parce qu'elle a de la famille dans le village, mais qui fait ses études dans la très très grande métropole la plus proche, qui a des capitaux culturels et une manière d'être, un excès corporel qui lui permet aussi d'être compatible avec les touristes au standing que veut le camping. Les jeunes femmes rencontrées par Yael Amsalem Mingui travaillent dans les métiers du tourisme, mais sont aussi ouvrières en usines agroalimentaires, dans les abattoirs, ou encore serveuses ou vendeuses. Beaucoup sont très vite orientées vers les métiers du soin, puisqu'elles ont appris très jeunes à s'occuper du bien-être des maisonnés, comme c'est le cas pour Inès et Erin. Je veux plus partir dans les métiers avec les enfants. Je sais pas, j'aime bien depuis toute petite, j'aime bien être au contact des enfants et m'occuper d'eux, etc. Il y a toujours eu un peu des enfants autour, dans ma famille, et j'aimais bien m'en occuper. Faut savoir les protéger. Ils grandissent, ils ont pas encore, ils savent pas ce que ça va être la vie, etc. J'ai un petit frère qui va avoir 10 ans, et du coup, quand il était tout petit, déjà, je m'occupais quand même pas mal de lui. Donc on a 10 ans d'écart, donc j'étais déjà assez grande. Quand ma maman elle est rentrée de la maternité, sa première couche, c'est moi qui l'ai changée. Du coup, j'ai appris quand même assez vite à changer une couche. Des fois, ma maman me demandait si je pouvais le garder, donc je le gardais. Et puis, c'était juste un biberon. Ou pareil, je lui donnais les repas, des fois, de temps en temps. Ça aidait ma maman, mais aussi par envie, parce que ça me plaisait de faire ça. Sinon, je l'aurais moins fait. Ma maman m'aurait moins sollicité à le faire aussi. Je l'aide souvent pour les tâches ménagères, genre le linge, la vaisselle, etc. Donc ouais, je l'aide dans tout ça et du coup, ça nous fait passer quand même de bons moments. On a une relation assez proche, fusionnelle. Et puis même, on fait pas mal de choses ensemble. Le magasin, les courses. Et puis, des fois, on pète des plombs à la maison. Et puis, on rigole, on met de la musique à fond dans la maison. Et puis voilà, quoi. Mais, elle travaille dans une bijouterie. C'est les galeries du Leclerc où elle travaille. Et du coup, elle est obligée de faire la fermeture à 8h, en même temps que le supermarché. Et moi, je suis en train seulement de passer le permis. Du coup, je dépends un peu de ma maman. C'est ma maman qui m'emmène. Je fais en fonction d'elle. Par exemple, si elle prend le travail à 14h, je dis, on se retrouve à 14h à tel endroit, si ça te va, etc. Et on arrive toujours à se débrouiller. De base, je voulais pas trop être dans le service à la personne, mais plutôt avec les animaux. Puis les métiers dans le monde animalier, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus facile à trouver. On devait faire un stage un peu obligatoire en EHPAD et j'appréhendais énormément.
Pas que ça me faisait peur, mais déjà, plus la nudité, je savais pas trop comment j'allais réagir. Et puis, les personnes âgées, elles ont un caractère très spécial, on va dire. Du coup, ça me faisait un peu peur. Et au final, maintenant, ça fait 3 ans que je suis en maison de retraite et puis j'aime bien. Et après, il y a des choses plus difficiles que tu trouves difficiles dans ce travail ? Les décès, on va dire, parce qu'on s'attache à la personne et tout. On s'est occupé d'elle, on a fait des jeux avec, on a parlé avec. Et puis, quand on revient et qu'on nous dit « oui, madame Untel est décédée », ça fait un petit truc quand même. Après, être soignante, c'est aussi niveau dos et tout. J'ai déjà un peu des douleurs au dos, du coup, physiquement, puis même mentalement, en Alzheimer, des fois, c'est spécial. Après, c'est la maladie aussi, donc faut faire la part des choses. Mais il y a des mamies qui vont être un peu vulgaires et qui vont avoir des gestes violents envers nous. Donc après, on fait avec. Mais dans le début de mes études, je pense que je vais partir là-dedans. Après, je sais que je ne ferai pas ça toute ma vie. J'aurais envie de changer, parce que j'aime pas non plus faire tout le temps la même chose. J'aime bien changer. Ma vie, là, que j'ai actuellement dans mon petit patelin paumé et tout tranquille, je l'aime bien. Tant que j'ai ma maison avec mon endroit tranquille, on va dire, moi, ça me va. Lisière de forêt, une petite maison, il y a trop personne autour, perdu. Ce qu'elle savait par contre avec certitude, c'était que chez elle, les odeurs étaient plus vives qu'en ville. L'air était plus frais, plus brutal. Elle n'était pas gênée par l'odeur du fumier. Ça disait simplement qu'on était sur des terres partagées, rien de plus. Elle ne se lavait pas les mains 3 fois par jour et trouvait que la boue salissait moins que le métro. Les couchers de soleil se suffisaient à eux-mêmes et donnaient l'impression d'un cadeau fait par la campagne. Un cadeau éphémère qui, quand le ciel était dégagé, teintait les montagnes de violet. Marcia Burnier, hors d'atteinte. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Annabelle Brouard. Sélection des textes, Sarah Bénichou. Lecture, Marie-Nicole. Illustration, Anna Vanda-Gogusset. Merci à Géraldine Ouin Bien-Aimée et à toute l'équipe de la MFR de Saint-Dié. Merci à toutes les jeunes femmes rencontrées et à Hélène Catry. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Vous pouvez aussi prolonger l'écoute avec un livre à soi publié en coédition Stock et Arte Radio. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un podcast à soi. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.